Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, de retour en direct de Bali. Confinement oblige, bien qu'ici on ne soit pas obligé de rester à la maison. On fait de l'auto-confinement et aujourd'hui, je ne serai pas tout seul puisque j'ai appelé Benjamin Castello, que pour ceux qui me suivent sur la chaîne l'ont déjà rencontré, puisque le 27 mai 2019, on avait fait une vidéo ensemble, enfin je l'avais interviewé. La vidéo s'appelle Effondrement, un appel à l'éveil de conscience. Donc je vous invite à aller la regarder. Vous avez le lien dans la description juste en dessous. Et cette fois-ci, donc à distance par Skype, puisque on ne peut pas trop bouger non plus, avec Benjamin, qui s'intéresse énormément aussi à l'éveil de conscience, le changement du nouveau paradigme. On s'est dit que ce serait intéressant de poser les bonnes questions et d'essayer d'y répondre. Et donc, on a 9 questions qui nous paraissaient vraiment intéressantes et importantes par rapport à ce que l'on veut aujourd'hui. Et chacun, avec nos points de vue différents, mais vous allez voir à quel point ce n'est pas parce qu'on a des points de vue différents qui ne sont pas convergents et qu'on ne peut pas aller dans la même direction. Et c'est ce qu'on voudrait vous apporter par cet échange, c'est que ce n'est pas nécessaire de parler exactement le même langage pour pouvoir construire un nouveau monde à partir du moment où on se dirige vers la même direction. Mais avant toute chose, Benjamin, si tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci Mika de m'inviter. Donc, mon nom c'est Benjamin Castello. Je suis le fondateur d'une association qui s'appelle New World Together. Notre but à travers cette association est de nous porter sur les racines profondes des comportements qui font que nous nous comportons de manière non durable sur notre planète. On a une approche qui est interdisciplinaire, donc qui utilise toutes les sciences, que ce soit la philosophie, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, la neuroscience, la biologie, la spiritualité et plein d'autres, pour pouvoir aller à l'essentiel, connecter, comprendre les phénomènes d'interdépendance et d'interconnexion et aller au cœur du problème, pour pouvoir le résoudre bien sûr. Merci Benjamin. Alors, pour répondre aussi à la demande de certaines personnes qui sont sur ma chaîne, on va faire en sorte d'aller droit à l'essentiel. Donc, on va répondre rapidement aux questions. Donc, on va essayer d'être le plus concis possible. Et puis, pour que vous sachiez quelles questions, voici les questions que l'on va poser. Alors, premièrement, comment comprendre l'époque difficile que nous traversons? Comment réagir face à la crise qui se déroule actuellement? Quelles sont les autres crises que nous sommes en train de traverser? D'où viennent les comportements destructeurs qui mettent notre avenir en danger? Quel est le comportement de nos élites face à ces éléments? Et puis, quelles sont les solutions pour que nous puissions traiter le problème à sa racine en tant qu'individu? Devons-nous être optimistes ou pessimistes? Comment faire partie de la solution face à cette crise? Et quel avenir potentiel pour l'humanité? Donc voilà Benjamin, j'espère que ça te convient. Parfaitement. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre une petite barre qui va défiler juste au-dessus de nous, sur le côté, et qui va nous indiquer le temps qui nous reste à chaque fois, ok? De façon à pouvoir répondre à la demande de nos auditeurs d'être le plus concis possible. Alors pour faire très simple, nous vivons une époque de transformation et qui implique une remise en question profonde, des bouleversements intérieurs et extérieurs qui sont vécus en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'espèce et en tant que société. Et donc c'est vraiment une époque de transformation globale que nous traversons aujourd'hui. Moi, j'appelle cette époque une crise d'émergence spirituelle. Il faut voir ça avec 3 mots vraiment indépendants d'abord. Crise, pourquoi? Parce que on ne vit pas une crise, mais une multitude de crises qui sont en train de s'entrechoquer les unes aux autres et qui sont en fait interdépendantes. On a la crise financière depuis 98-2008, on a qui ne s'est jamais arrêtée. On a les crises écologiques monstrueuses qui ont des conséquences dramatiques sur la vie. On a aussi les crises sociales, ou je devrais dire des crises sociales, pas qu'en France, on prend dans tous les pays du monde. En fait, je me rends compte que les gens ne peuvent plus d'être serrés là, pressés comme des citrons. Ils demandent à quoi? Ils demandent, de mon point de vue, à vivre et non plus à survivre et non plus à subir la vie. Et on voit bien qu'en même temps, ces crises sociales sont intimement liées à la crise identitaire. Tu sais, les fameuses questions: qui suis-je? Que dois-je faire de ma vie? Suis-je vraiment libre? Mais on ressent aussi un sentiment d'être atteint dans nos libertés profondes. Ensuite, il y a le mot émergence, parce que de toute crise doit naître quelque chose. Sinon, elle ne sert à rien. Et pour reprendre les mots que tu avais dit, c'est comme si on subissait un accouchement. Tu me l'avais dit au téléphone la semaine dernière d'ailleurs, et j'ai envie de rebondir. Il faut espérer qu'on ne fasse pas trop de fausses couches là-dessus. Bien que ce ne soit pas la première que nous faisons. Et puis pour finir, crise d'émergence
spirituelle, car c'est bien ce qui nous est demandé aujourd'hui. La question de l'humanité, de notre humanité, ce n'est pas d'avoir plus, mais bien d'être plus. Tout à fait. Et je pense qu'il est important de bien comprendre que cette émergence spirituelle est en fait, arrive en résolution de toutes les autres crises que nous vivons aujourd'hui. Alors de mon point de vue, la meilleure solution déjà, c'est de ne pas paniquer, de voir que les changements en cours sont une nécessité, donc de ne pas essayer de s'accrocher à notre zone de confort, ne pas essayer de s'accrocher au passé, embrasser le changement tel qu'il vient, accepter l'impermanence de notre univers et de la réalité qui nous entoure, et puis se concentrer sur ce que nous pouvons faire en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Revenir à l'essentiel, c'est-à-dire retrouver nos propres pouvoirs afin de pouvoir co-créer de manière saine et équilibrée avec la réalité et l'univers qui nous entoure. Nous devons revenir au principe de la responsabilité universelle. Et cette responsabilité, de mon point de vue, doit d'abord naître à l'intérieur de nous de manière individuelle pour ensuite être partagée et devenir beaucoup plus collectif. Mais pour que ça puisse se réaliser, ces transformations intérieures doivent d'abord être confrontées de manière individuelle à une histoire collective. Alors je m'explique. Si par exemple je décide de changer juste dans mon petit train-train quotidien, ma petite vie à moi, mon petit travail, je reste dans mon individualisme. Okay ? Par contre, si je décide de changer de direction, mais avec une intention profonde, un désir très profond qui me prend là ici aux tripes, et ensuite que j'en informe d'autres qui ont aussi leur même désir interne, alors ce changement interne individuel que j'aurai va pouvoir devenir un changement collectif. Et ça doit d'abord, encore une fois, avant toute chose, se faire de manière individuelle. Donc revenir sur soi, revenir sur ses valeurs spirituelles, réapprendre à s'écouter, à écouter aussi. Ne plus avoir peur du silence, ne plus avoir peur de l'arrêt. Et j'en parlais dans ma dernière vidéo où je faisais un essai philosophique, je parlais exactement de ça. C'est d'une certaine manière, et je voudrais vraiment appuyer là-dessus, se réapproprier le sens du mot fin. Et tu parlais de l'impermanence, là justement, juste avant, tu disais, comprendre l'impermanence, mais se réapproprier le sens du mot de la mort. Car pour réagir face à cette crise qui est devant, il faut d'abord se l'imaginer terminée. Et il faut s'imaginer changer aussi. Et il faut s'imaginer nous-mêmes de changer de manière à ne pas recommencer tout ce que nous vivons actuellement, sinon ça ne servira à rien du tout. Pour reformuler cette question, j'évoquerai les différents aspects de la crise que nous sommes en train de traverser. Et il y en a plusieurs. Il y a l'aspect écologique, avec le dépassement de la biocapacité de la planète, la surexploitation des écosystèmes, la 6e extinction de masse, le changement climatique et tout ce que cela implique. Il y a une crise sociale, avec des inégalités qui sont à la limite de presque incroyable, c'est-à-dire que 10% de la population mondiale a plus de 80% des richesses, alors que les 55% les plus pauvres en ont moins de 2%. Il y a une crise économique, avec un système qui est établi sur la dette, par la dette, et avec une dette qui a aujourd'hui une taille colossale, et qui a d'ailleurs été renforcée suite à la crise du Covid-19. Il y a une crise géopolitique, avec, on le voit à certains endroits, un repli sur soi des nations, lié à une défiance de ce mondialisme qui est établi sur un aspect commercialisation en outrance. Il y a une crise culturelle. On vit aujourd'hui une perte de repères qui est évidente. Des croyances qui étaient, des systèmes de croyances qui étaient séparés les uns des autres hier sont aujourd'hui, à travers la mondialisation, mis ensemble et ils ne sont pas forcément compatibles. Donc il y a une vraie perte de repères en termes d'identité. Il y a une crise politique aussi, une perte de confiance en nos dirigeants politiques, dont on voit souvent qu'ils sont plus occupés à défendre leurs intérêts et les intérêts économiques que les intérêts du peuple. Et il y a aussi un danger technologique, avec l'émergence de nouvelles technologies de plus en plus puissantes, mais qui peuvent être utilisées à des fins de pouvoir et de contrôle sur l'humain, qui peuvent être extrêmement néfastes. Et je pense que ce qui est vraiment, tu le mentionnais avant, mais je pense qu'un point qui est vraiment important de faire, c'est de comprendre comment ces crises sont interdépendantes et interconnectées, et non pas séparées les unes des autres.
Aujourd'hui, l'approche est d'essayer de résoudre ces crises séparées. Donc, il y a ceux qui s'occupent de l'écologie, et même dans l'écologie, on n'a pas encore fait les liens. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui essayent de lutter contre la déforestation, ceux qui essayent de lutter contre la surpêche, ceux qui essayent de lutter contre la pollution plastique. Alors qu'en fait, quand on creuse un petit peu, non seulement tous ces points sont interdépendants et interconnectés, mais partagent des racines communes. Et c'est là qu'on se porte, bien sûr, sur notre inconscient collectif. Alors, je vais juste finir là-dessus. On parle d'émergence spirituelle. Moi, je parle d'éveil de conscience. Et en quoi consiste cet éveil de conscience? C'est aussi à mettre notre inconscient en lumière, à le transcender, à ne plus être des personnes déconnectées de nous-mêmes, qui fonctionnent sur des programmes inconscients qui, aujourd'hui, ne nous sont plus bénéfiques, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. Ouais, ben Benjamin, tu as répondu parfaitement, donc j'ai pas grand-chose à rajouter, sauf le fait peut-être, d'une autre manière, que j'ai le sentiment en fait que nous ne vivons en fait qu'une seule crise, celle de la scission d'un mode de vie qui n'a plus lieu d'exister et d'un nouveau qui veut émerger. Ça reviendrait en fait à dire que nous sommes dans une crise unique et qu'on pourrait nommer une crise systémique. Et que dans cette crise, de multiples symptômes apparaissent avec leurs différents noms, crise économique, environnementale, politique, etc. Et si tu veux, de mon point de vue, comme je dis souvent, nous sommes le système, nous, humains, toi, moi et tout le monde. Si on fait une analogie avec le corps humain, le système c'est l'enveloppe du corps, et avec les différents espaces et les organes pour accueillir ce qui doit être accueilli. Mais nous, les êtres humains, nous sommes ces 1000 milliards de cellules et cette conscience qui donne vie à ce corps. Et dans un corps, quand les cellules sont fatiguées ou poussées à leur maximum, ce qui se passe pour nous, le corps tombe malade, le système. Et si on ne fait plus rien pour le relever, alors le corps il meurt. Voilà ce que je voudrais rajouter. Merci beaucoup pour cette image, et ça, tout de suite, ce qui me vient à l'idée, c'est l'idée aussi que le système aujourd'hui met toutes les cellules en compétition les unes avec les autres. Donc comment peut-on avoir un corps qui fonctionne correctement quand toutes ces cellules ne sont pas en synergie les unes avec les autres, mais en compétition et pour une croissance qui se voudrait infinie. Donc tu as mis, mais de manière magnifique, en lumière l'absurdité du système actuel et sa non-fonctionnalité à l'heure actuelle. Vraiment, j'adore cette question parce qu'elle nous amène à prendre du recul et à aller regarder notre origine en tant qu'espèce. Notre origine en tant qu'espèce, pour ne pas remonter trop loin, mais tout en prenant beaucoup de recul, on va partir sur l'Homo erectus, qui est estimé avoir 1 500 000 ans. L'Homo erectus a, au cours de l'évolution, du principe d'évolution, donné naissance à l'Homo sapiens. Il y a environ 150 000 ans. L'Homo sapiens a commencé à se sédentariser il y a 12 000 ans. C'est-à-dire que la plus grande partie de notre existence, en tant qu'espèce, nous avons été des chasseurs-cueilleurs vivant dans un environnement hostile où la survie était prioritaire. Et la sédentarisation n'a pas mis fin à la survie. En fait, le moment où nous pouvons commencer à sortir de la survie est l'entrée dans l'Anthropocène. Je vais expliquer pourquoi. L'entrée dans l'Anthropocène est environ 250 ans et correspond à l'entrée dans l'ère industrielle. C'est le moment où nous commençons à dominer notre planète, notre environnement qui jusqu'à maintenant était très hostile. C'est le moment où nous commençons à être capables de créer des ressources en abondance, alors que jusqu'à maintenant, nous vivions plutôt dans le manque. C'est le moment où nous pouvons commencer à avoir une liberté individuelle que nous n'avions pas avant. Et pourquoi ça est très important, ça a figé nos trois grandes peurs primitives, qui sont la peur de l'hostilité, donc liée à l'existence d'un environnement hostile, la peur du manque, liée à l'existence d'un environnement marqué par le manque et la non-abondance de ressources, et la peur du rejet, la peur de la séparation, qui est liée au besoin, parce que nous sommes des êtres sociaux, de rester dans une structure sociale afin de pouvoir survivre. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces trois peurs ont complètement fondé notre inconscient collectif. Et non seulement elles ont fondé notre inconscient collectif, mais elles ont aussi par conséquent fondé les structures de notre société. Par exemple, nous allons voir que sur la peur de l'hostilité, les structures sociales qui viennent se mettre dessus, c'est les nations. Avec la croyance que nous avons besoin de frontières fortes et
de ressources militaires pour défendre nos ressources, notre culture, et bien sûr, aller propager notre culture à l'extérieur et aller chercher les ressources à l'extérieur. Dans la peur du manque, on trouve le capitalisme d'aujourd'hui, avec ce besoin compulsif d'en avoir toujours plus de croissance. Et sur la peur du rejet, on trouve toutes les institutions qui sont sur les bases de moralité. Qu'est-ce qu'il est bien de penser, qu'est-ce qu'il est bien de faire, notamment toutes les religions. Donc, si on voit les grandes structures sociales dominantes, que ce soit les religions, que ce soit l'économie, ou que ce soit les nations, elles sont fondées sur ces trois grandes peurs primitives qui datent de l'époque pré-anthropocène. En fait, ce qu'on n'a pas intégré collectivement, c'est l'entrée dans l'anthropocène, c'est-à-dire une ère où nous dominons la surface de la planète, et donc nous n'avons plus besoin d'être en compétition pour sa domination. Une ère où nous avons assez de ressources, même plus que nous pouvons en consommer. On voit qu'on en gaspille aujourd'hui une grande partie. Et donc où nous n'avons plus besoin d'en accumuler toujours plus. Et une ère où nous pouvons enfin retrouver notre individualité et penser par nous-mêmes. Et arrêter de nous conformer aux normes et aux normes actuelles. Et on n'a pas encore intégré ça collectivement. Et notre société non plus, puisqu'elle est fondée sur cet inconscient collectif-là. C'est vraiment intéressant de mettre en avant nos comportements destructeurs d'aujourd'hui en prenant notre patrimoine génétique du début de l'humanité. Alors moi ici pour cette question je me placerai uniquement du point de vue du peuple là maintenant aujourd'hui, des personnes qui veulent juste vivre leur vie. Quand on est arrivé sur Terre, en tout cas nous, je sais pas, moi j'ai 50 ans à l'heure où je fais cette vidéo, on nous a appris l'ignorance depuis notre plus jeune âge. Le système éducatif, lui, ne forme pas des êtres vivants autonomes, pouvant s'exprimer en fonction de leur qualité, de leur talent. Non, il forme quoi? Des machines pouvant faire tourner convenablement un système en place. Le même d'ailleurs qu'en train de s'épuiser et de s'effondrer. De ce fait, la seule chose, si tu es d'accord avec moi, qu'on nous a appris, c'est de devenir le premier, avoir la meilleure note, avoir toujours plus. On nous a appris à regarder aussi à l'extérieur de nous. Plutôt effectivement de nous apprendre d'abord à savoir qui l'on est, à nous comprendre de l'intérieur, à saisir nos faiblesses, et puis à les transformer en force. Alors, du coup, moi, les comportements destructeurs, pour répondre à cette question, qui mettent la planète en danger, sont uniquement ceux qu'on nous a enseignés. Personne n'irait acheter, par exemple, 2 voitures dans une vie si, dès à l'école, on leur expliquait l'inutilité d'en avoir 2 pour préserver la vie. Si, dès les premières heures de cours à l'école, on apprenait aux élèves, et ça chaque semaine, pendant toutes les années scolaires, à quel point la préservation de la planète doit passer avant, avec un gros A-V-A-N-T, avant tout le reste. Donc, éduquer à ne pas acheter plus que nécessaire, éduquer à ne pas consommer plus que nécessaire, le monde, en fait, serait tout autre. Car nos comportements, comme tu l'as dit vraiment très bien, vient de notre patrimoine génétique, d'abord de nos parents, etc., mais de nos ancêtres, mais aussi et surtout de nos conditionnements. Et l'éducation plus l'information sont les 2 sources premières de moyens de conditionnement de masse. Et ça, on le sait. Tout à fait, Mika. Et si je peux conclure là-dessus, il faut bien comprendre que le conditionnement passe par les croyances collectives, énormément. Et beaucoup de ces croyances sont aussi à un niveau inconscient. C'est-à-dire que ces croyances, elles font quoi finalement? Elles nous permettent de compenser nos peurs primitives. Et les traumatismes qui sont liés, on n'en a pas parlé, mais ça sera pour une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, toutes ces croyances et les structures sociales qui sont établies dessus définissent nos comportements. Et comme tu dis, il y a aussi tout un système de contrôle qui est établi dessus. On peut le voir tous les jours, donc déjà, comme d'habitude, ils essayent de garder le contrôle de la situation. C'est un petit peu ce qu'ils font toujours. Et qu'est-ce qu'ils utilisent? Leurs outils de pouvoir, c'est-à-dire les constructions sociales, les croyances dominantes et les outils de maintien de l'ordre qui sont à leur disposition. Donc on va parler des élites à l'échelle mondiale. Donc ils vont s'appuyer sur les nations et sur leurs structures. Donc ça c'est la première chose qu'ils utilisent. La deuxième c'est l'économie. Et on le voit à quel point ils ont peur de lâcher l'économie, puisque tout leur pouvoir est basé sur la croyance que l'économie va résoudre tous nos problèmes et qu'elle est meilleure et que c'est la meilleure chose pour tout le monde. Donc ils sont en train désespérément d'essayer de sauver l'économie. Et puis, derrière aussi, alors ça dépend dans quel pays on est, etc. Mais bien sûr, il y a l'utilisation de tous les systèmes, de toutes les croyances qui sont liées à la moralité,
pour culpabiliser les gens qui ne rentrent pas dans la norme ou qui n'osent pas rentrer dans la pensée dominante en leur mettant des étiquettes dans tous les sens. Donc voilà, c'est, on va dire, un comportement classique pour essayer de garder le contrôle quand en fait on n'en a pas vraiment, parce qu'on voit qu'eux aussi sont quand même assez dépassés par la situation aujourd'hui. Ouais, de toute façon, nos élites ne sont pas là pour préserver le peuple dans le sens de l'humain avec un grand H. Hein. D'ailleurs, je décris dans ma vidéo les 5 leçons de la crise planétaire actuelle. Ils sont en place aujourd'hui, de mon point de vue, pour préserver un système qui prend sa source dans l'économie, comme tu l'as dit. Et si on regarde, en fait, ce sont des chefs d'entreprise qui doivent préserver leur entreprise, leur business. Nous sommes tout de même, nous, les clients, les fournisseurs et les employés de l'entreprise que l'on nomme société. Non mais, faut quand même regarder, c'est incroyable quoi. Alors, les comportements que nos élites adoptent, alors je rigole, mais on ne devrait pas rigoler, eh ben c'est quoi? C'est des comportements... Voilà, c'est des comportements quand même psychologiques puissants. Ils adoptent quoi? Comme la manipulation, le management par la peur, la désinformation, le mensonge. Et même pour le confinement, par exemple, ils n'ont même pas eu le courage, en tout cas en France, de dire dès le départ aux Français, nous allons être confinés pour une période indéterminée. Et au minimum 1 ou 2 mois. Comme nos amis les Chinois, par exemple. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils laissent de l'espérance aux gens, pour faire voir qu'ils font le maximum et surtout pour éviter des sauts d'humeur, des révoltes. Mais en vrai, pour moi, le mensonge, ou cacher des vérités, on peut l'appeler comme on veut, c'est une forme de manipulation. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Mika, effectivement, quand une société est basée sur l'inconscient collectif, et donc les systèmes de pouvoir de cette société le sont aussi, elle a peur de voir une émergence de conscience, parce qu'elle remet en question tous ses fondamentaux et tous les systèmes de pouvoir qui sont établis dessus. Donc je comprends que pour ces gens-là, il y a une réelle crainte de perdre le contrôle de la situation et de ce qui pourrait en découler. Parce que forcément, c'est pas quelque chose auquel c'est pas quelque chose qu'ils ont envie de voir. C'est la perte de leur pouvoir en bout de ligne. C'est leur perte de leur pouvoir de contrôle sur les individus, sur les masses. La première étape, je pense, c'est de se réapproprier nos propres pouvoirs. C'est-à-dire que nous avons été conditionnés à l'impuissance, à croire que nous n'avions pas de pouvoir de changer les choses, qu'il fallait rentrer dans la norme et suivre les croyances établies, suivre les normes établies sans se poser de questions. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de se réapproprier nos propres pouvoirs. Alors comment le faire? Déjà comprendre que tout est interdépendant et interconnecté dans notre réalité, dans notre univers. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous choisissons de dire, tout ce que nous choisissons de faire, a un impact sur la réalité universelle que nous partageons. Même si nous ne percevons pas cet impact, il existe. Donc il est vraiment important de se responsabiliser et de se réapproprier nos propres pouvoirs. Ensuite, de mon point de vue, il est très important de prendre conscience que le problème auquel nous faisons face est un problème d'héritage du passé. Nous avons hérité des traumatismes de nos ancêtres. Nous avons hérité des peurs de nos ancêtres. Nous avons hérité des croyances de nos ancêtres, qui ont vécu dans une réalité qui était tout autre, où la survie était un besoin. C'est une réalité presque de guerre, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entend beaucoup un vocabulaire guerrier ressortir de la part de nos élites aujourd'hui. Petite parenthèse. Et donc, il est aujourd'hui très important pour nous de dépasser ce passé qui nous enchaîne, c'est-à-dire de remettre en question ces croyances limitantes et destructrices, de dépasser ces peurs irrationnelles et de résoudre ces traumatismes qui vraiment empoisonnent notre inconscient et qui ne sont que des héritages du passé, qui n'ont plus rien à faire dans le moment présent. Comment est-ce qu'on fait ça? Et je pense que toi, tu as de très bonnes réponses là-dessus. C'est en travaillant sur nous, en redécouvrant notre intériorité, en nous redécouvrant nous-mêmes et en nous déprogrammant de tout cet héritage qui n'est plus du tout à sa place aujourd'hui pour retrouver nos pouvoirs créateurs. Déprogrammer, reprogrammer, c'est tout l'objet de mes séminaires, de la maîtrise de soi. Mais c'est vrai, c'est ça, c'est à nous de choisir en fait, c'est à nous. Et je dis bien à nous de choisir. Et encore une fois, avant toute chose, de manière individuelle. Soit décider là, maintenant, de prendre soin de la planète et des vivants de cette planète, ainsi que de nos prochaines générations, en changeant nos habitudes, en offrant de nouvelles manières d'apprendre, de transmission, de savoir, d'élévation de nos valeurs humaines, et de refuser, mais alors catégoriquement,
toute décision politique qui iront à l'encontre de cette intention collective. Et puis en même temps, je dirais de collaborer ensemble comme un partenariat collectif pour cette même intention. Et là, il n'y a pas le choix, c'est des changements profonds qui doivent, de nos valeurs aussi, et dans nos institutions qui sont indispensables. Donc, reprendre notre pouvoir de peuples humains et non d'esclaves soumis à des décisions qui nous dépassent et qui nous mettent en cage physiquement et surtout psychologiquement. Et nous savons tous que la psychologie est l'arme la plus redoutable, pour élever les consciences ou pour les éteindre. Et si nous ne prenons pas ce choix alors, nous devons accepter ni plus ni moins de participer à notre propre destruction et puis à celle de toute la biodiversité vivante sur cette terre. Tout à fait, merci Mika, et vraiment, je pense que, et vraiment comprendre qu'il n'y a pas de conflit entre prendre soin de soi et prendre soin de notre environnement extérieur, qu'il soit naturel, humain ou animal. Tout ça fait partie d'un grand tout, car tout est interdépendant et interconnecté. Et c'est vraiment ça que nous devons aussi comprendre, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui cette notion de conflit d'intérêt entre mon intérêt et celui des autres et celui de la planète. En fait, tout ne fait qu'un, et défendre cet environnement extérieur est dans notre intérêt personnel. Alors pour moi, c'est vraiment une question de point de vue. Si on considère que l'espèce humaine, que la nature humaine ne peut pas évoluer, que nous sommes prisonniers de nos comportements destructeurs, alors nous ne pouvons qu'être pessimistes, car nous courons à notre perte. Forcément, à un moment, plus nous développons nos pouvoirs à travers la technologie, plus le risque de nous détruire augmente. Et à un moment, ce risque-là deviendra une réalité et nous finirons par nous détruire. Si par contre, on est capable de voir que nous sommes capables de nous transformer intérieurement et donc aussi extérieurement, on peut se laisser porter à l'optimisme. On peut commencer à comprendre que nous pouvons prendre notre destin en main, et c'est-à-dire le changer. L'histoire n'est pas écrite. Moi, je ne me considère ni optimiste ni pessimiste. J'ai conscience des challenges et des défis que nous avons à relever, tout comme j'ai conscience de notre capacité à le faire. La solution est entre nos mains. Et la solution est entre vos mains. Ouais, de toute façon, ça dépendra de nos choix, bien sûr. Et moi, je veux rester optimiste. Alors, même si je me fais traiter d'utopiste, parfois même de complotiste ou d'autres adjectifs qualificatifs. D'ailleurs, ces adjectifs ne changeront pas à mon passage sur Terre, entre parenthèses. J'ai envie de rester optimiste parce que d'abord, ça me donne de la force et en même temps, la foi de continuer à faire des actions qui peuvent changer, alors à mon échelle, les choses dans ce monde. Qui peuvent aussi influer de manière positivement à l'éveil des consciences, dont je crois que toi-même, d'ailleurs, y contribue ou en fait partie. Et si tu veux, moi je veux faire partie de ce mouvement puissant d'être qui commence, on le voit, à comprendre qu'il devient nécessaire de ne plus vivre uniquement que pour soi. Alors oui, bien sûr, nous devons tous manger. Oui, bien sûr, nous devons tous boire et assouvir nos besoins primaires de sécurité. Mais ensuite, une fois avoir satisfait tous nos besoins de base, un toit, manger à sa faim, il faut admettre que tout le reste, ce n'est que du bonus. C'est rien d'autre. Et que ce bonus, nous pouvons le garder en nous adaptant au monde dans lequel nous vivons et non en voulant l'utiliser jusqu'à notre propre extinction. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que tout le reste, c'est yes, c'est cool. N'avons-nous pas remarqué, regardez, je vous invite, et je t'invite, Benjamin, aussi à y réfléchir, est-ce que tu n'as pas remarqué que tout d'un coup, là maintenant, tout ce qui était important avant, l'est plus aujourd'hui. Là, pendant qu'on est confiné, à l'heure où on fait cette vidéo, tous confinés chez nous. Tout ce qui était urgent avant, hop, c'est plus urgent. Tout va bien. À quoi est-ce qu'on pense actuellement? Au chiffre d'affaires de la fin du mois? Aux bénéfices de la fin de l'année? De toute façon, il n'y a pas la peine d'y penser parce qu'ils vont tous être catastrophiques, les bénéfices de fin d'année. Même les engueulades avec nos voisins, ils n'existent plus. Non, on pense à quoi là? On pense à nous, on pense à la vie, on pense à demain. Eh bien, personnellement, moi, je veux faire partie de ceux qui disent que, effectivement, on peut recréer un nouveau monde. Alors, d'une certaine manière, je remercie l'expérience, même si elle est douloureuse, que l'on vit actuellement. Pourquoi? Parce qu'elle nous incite et elle incite l'humain à se réveiller à lui-même. Alors oui, je reste optimiste car j'ai encore plein de projets pour rendre ce monde meilleur. Et si on me traite de fou, alors je le prendrai comme un honneur, comme un compliment, parce que ça va me placer dans la belle citation de Steve Jobs qui disait que seuls les fous
Il y a seuls les fous qui croient qu'ils peuvent changer le monde. Il n'y a que eux qui vont le faire. Tout à fait, Mika. Et je vais juste revenir sur cette histoire de survie. Avoir un toit, avoir à manger, c'est un fondamental qui doit aujourd'hui, dont toute l'humanité doit pouvoir bénéficier si on veut sortir de ces comportements de survie qui sont tellement destructeurs. On doit aujourd'hui être capable d'avoir une société qui offre un parachute à tout être humain afin qu'il n'ait pas à se poser la question de savoir que si son entreprise ne fonctionne pas, d'avoir à se poser la question de comment va-t-il survivre si son entreprise ne fonctionne pas. Et ça, c'est vraiment un fondamental aussi dans le monde de demain. C'est la sortie de la survie, c'est s'assurer que tous les êtres humains sur Terre ont leurs besoins primaires qui sont satisfaits. Sinon, on n'y arrivera pas. Sinon, on sera maintenu dans la peur. Donc, oui pour l'optimisme, parce que de toute manière, il est nécessaire. Je veux dire, si on est pessimiste et qu'on ne voit aucune solution, on n'en cherchera pas, donc on n'en trouvera pas, donc on aura raison. Il est nécessaire pour le changement. Je pense que vraiment, nous sommes tous différents et tous complémentaires. Donc il n'y a pas une réponse universelle. Chacun peut amener sa pierre à l'édifice de sa propre manière. Et donc nous aurons tous des solutions différentes à apporter. Pour certains, peut-être, ça sera de créer un jardin dans sa ville et d'en faire partager ses voisins. Pour un autre, ça sera de créer des retraites de méditation. Pour un troisième, ça sera de faire de l'activisme afin de motiver les troupes sur le terrain. Ces solutions ne sont pas en compétition les unes avec les autres. Elles n'ont pas à s'opposer. Elles font toutes partie du changement dont nous avons besoin. Donc, ce que j'ai envie de dire pour cette réponse, c'est aller chercher en vous la réponse à cette question pour savoir quelle est la pierre que vous avez amenée à l'édifice. Quel est ce talent qui vous est unique, que vous avez à apporter à l'univers et à notre société aujourd'hui pour la faire évoluer. Et il y a, je dirais, autant de réponses qu'il y a d'individualité. Oui, Benjamin, alors moi je voudrais faire court et je voudrais juste dire avant toute chose de ne pas perdre ses rêves de vue dans un premier temps. Car si tu veux, nos rêves sont des propulseurs pour créer quelque chose de nouveau. Et que si on regarde ce qui se passe depuis des années, et encore plus avec la crise sanitaire que l'on voit là, moi je vois une invitation à enlever les rêves dans la tête des gens. Et donc, à en même temps créer un futur triste et sombre, alors qu'il ne l'est pas tant que ça. En fait, ce futur, il sera sombre si nous décidons de fermer les yeux et de continuer d'accepter les erreurs de décision, de continuer d'accepter les choix politiques des élites qui gouvernent ce monde. Alors je dirais oui, il convient juste de laisser ses rêves grandir et d'y croire. Moi personnellement, je suis un créateur dans l'âme. Et comme j'ai dit à ma femme, le jour où je n'aurai plus de rêves, eh ben, je sais que ce sera exactement mon dernier jour aujourd'hui. Et donc du coup, dans un premier temps, croire en ses rêves, continuer à rêver. Dans un second temps, rentrer dans l'action. Et ça comment? Très simple. S'entourer de personnes qui pensent comme nous. Déjà, laisser tomber le reste. Et qui ne veulent plus vivre dans un système qu'on lui impose. Et même si c'est brouillon au départ, it's ok. Même si la direction que l'on veut prendre n'est pas encore très claire, it's ok. Même si ça paraît difficile, voire impossible, it's ok. Il n'y a aucune ascension de sommet ou d'exploration qui a été faite sans faire d'abord un premier pas. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Aujourd'hui, on est tous là, on tâtonne. C'est le moment d'avancer. C'est aujourd'hui que ça doit se faire. Et c'est dans l'action. Même si c'est un peu foireux, it's ok. Donc, gardez ses rêves et rentrez dans l'action. Voilà comment, pour moi, faire face à la solution face à cette crise. Et super, merci Mika. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je voudrais juste donner l'exemple de l'aviation. J'imagine qu'il y a 200 ans, croire qu'il serait possible de voler dans les airs paraissait comme une folie douce. Et pourtant, qui nous a permis aujourd'hui de conquérir les airs? C'est ceux qui y ont cru. C'est ceux qui ont été assez fous pour se lancer et pour créer cette possibilité pour l'humain, qui est aujourd'hui devenue une évidence. Donc, c'est pour ça très important de comprendre à quel point nos croyances sont créatrices. Et que si on choisit de croire que c'est impossible, on aura raison. Et si on choisit de croire que c'est possible, on va développer nos potentiels. Et donc, vraiment, croire en nos rêves et garder finalement la foi en nous-mêmes, en notre humanité et en nos pouvoirs créateurs. Les avenirs potentiels, pour moi, sont infinis, c'est-à-dire que je n'en vois pas qu'un, je n'en vois qu'une infinité.
Et je vois aussi que ce sont bien nos décisions individuelles, mais aussi collectives, qui tracent notre destinée, finalement, qui matérialisent les avenirs. Aujourd'hui, pour faire simple, je vois 3 grands types d'avenirs. Pour les mettre dans des cases, même s'ils ont une infinité de variantes, j'en vois 3 grands types. Le premier, on va dire, c'est celui qui prend en compte une trajectoire linéaire. Peu ou pas d'évolution ou pas assez d'évolution. Nous dirigeons aujourd'hui vers un effondrement. Un effondrement qui implique un effondrement de la société actuelle et une catastrophe à l'échelle de la planète due au dépassement à la surconsommation des ressources, à la destruction de notre environnement, à l'accroissement des inégalités. C'est un avenir chaotique qui implique des migrations de masse, des famines, des épidémies, des guerres. Un avenir vers lequel je n'ai pas envie de me diriger. Il y a un deuxième avenir, qui est l'avenir que nous concoctent nos élites au pouvoir aujourd'hui. C'est celui de la révolution technologique, qui est basé sur la croyance que la technologie seule peut résoudre nos problèmes. C'est-à-dire l'homme n'est pas capable d'évoluer, donc nous avons besoin de le canaliser à travers la technologie. Je pense que c'est une croyance qui est très dangereuse, parce qu'elle implique une non-remise en question de nos comportements prédateurs. Et donc, une manifestation potentiellement, on peut y voir des systèmes de contrôle autoritaires basés sur la technologie, avec des masses inconscientes. Et puis le troisième grand type d'avenir, celui qui m'intéresse vraiment, et je pense que tu partages mon avis, Mika, c'est l'éveil de conscience collective. C'est la réappropriation à titre individuel et à titre collectif de nos pouvoirs créateurs. C'est la mise en place d'une société au service de l'humanité, et non le contraire tel qu'il est aujourd'hui. C'est l'utilisation de la technologie dans le but de protéger la vie. C'est un avenir que nous ne connaissons pas, que nous allons, si nous réussissons, que nous allons co-créer ensemble en conscience, et que nous apprenons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes vraiment en train d'apprendre à co-créer cet avenir. Enfin, pour un dernier point que je tiens à dire, c'est que nous ne pouvons nous diriger consciemment que vers un avenir que nous pouvons percevoir. C'est-à-dire que si le seul avenir que nous percevons est l'effondrement, nous ne pouvons concrètement rien faire d'autre que de participer à la création de cet avenir. Si le seul avenir que nous percevons est la révolution technologique, nous ne pouvons rien faire d'autre que de co-créer vers un avenir qui amènerait une révolution technologique sans prise de conscience. Si nous voyons l'éveil de conscience comme une possibilité, alors nous avons la possibilité d'agir en conscience pour matérialiser cet avenir. Donc, ça nous montre à quel point nos perceptions sont importantes dans notre capacité à créer un futur qui nous convient. Ouais, les avenirs potentiels pour l'humanité, c'est... En séminaire, j'explique ces fameuses trajectoires de vie. C'est que chaque choix et décision que nous prenons va dessiner une trajectoire de vie et elles sont multiples. Et tu sais quoi? L'avenir sera celui de nos choix et de nos rêves et de décisions individuelles et collectifs. De mon point de vue, chacun devra choisir son camp et la direction de ses actions. Alors moi, personnellement, je choisis l'éducation. Pourquoi? Parce que le potentiel humain ne pourra évoluer que si des nouveaux systèmes éducatifs centrés sur les valeurs humaines, les valeurs psychologiques et les valeurs spirituelles de l'être, en prenant en compte bien sûr l'environnement dans lequel on le vit au profit du gain, peuvent voir le jour. En 2006, par exemple, j'avais créé un système éducatif qui s'appelait EcoPro, totalement nouveau dans le milieu du sport extrême du canyoning. Et d'ailleurs, je faisais à l'époque concurrence au gouvernement, le DGEPS en France, et j'ai été plusieurs fois attaqué par le CREPS et surtout son président qui s'appelait à l'époque Nicolas Berland. Bon, j'ai revendu l'organisation maintenant pour me concentrer sur l'éducation psychologique et spirituelle de l'être, vers une ouverture de conscience et beaucoup plus centrée sur le potentiel humain, plus que sur le gain et sur nos responsabilités envers nos semblables. Et si tu veux, ce n'est pas rouler moins en voiture ou tirer sa chasse d'eau, de mon point de vue, quand on va aux toilettes, qui va permettre un changement. Tu sais, des fois, on veut nous blâmer en nous disant oui, et il faut que vous tirez plus votre chasse. Mais c'est pas ça qui va faire un changement. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Mais c'est dans les actions concrètes et puis d'envergure, alors bien sûr à l'échelle de chacun de ses possibilités, qui va faire ce changement. Et pour moi, l'éducation et l'éveil de conscience, c'est le chemin que je décide de prendre aujourd'hui. Et pour d'autres, comme tu l'as bien dit, Benjamin, ça sera la permaculture. Pour d'autres, ça va être la médecine naturelle. Et puis pour tous ensemble, et en même temps, petit par petit, par communautés différentes, nous allons créer
l'avenir aujourd'hui. Si chaque communauté, l'un s'occupe, comme moi je veux faire, de l'éducation, d'autres la permaculture, d'autres de la médecine, d'autres de, je sais pas moi, de la technologie éthique et durable, par des petites communautés, chacun d'envergure mais à son échelle, et bien ainsi nous créons l'avenir. C'est pour ça que c'est nos rêves et nos décisions individuelles et collectives. Et si nous pouvons partager les mêmes rêves, les mêmes espoirs et les mêmes visions pour le futur, alors nous aurons un pouvoir décuplé de pouvoir créer ces visions-là. Donc à nous de travailler ensemble pour enfin avoir un consensus sur la réalité qui nous entoure et sur le meilleur futur que nous voulons envisager pour nous et pour nos enfants. Super Benjamin, donc j'espère que ces 9 questions avec ces 18 réponses, un petit peu plus, parce que de temps en temps on répondait un peu plus, vous ont permis vous-même de répondre, de vous poser d'abord les questions et d'y répondre par vous-même. Peut-être pour certains, vous ont fait voir un autre champ de possible, puisque c'est vraiment le message que l'on voulait faire passer, hein, je pense, hein, Benjamin, par cette vidéo, c'est de voir un nouveau champ de possible, de voir une nouvelle histoire plutôt que celle que l'on nous raconte. Est-ce que tu aurais un petit dernier mot de la fin avant de fermer, avant de quitter, d'arrêter cette vidéo? Un petit mot? Et juste pour finir, n'hésitez pas à aller chercher, allez nous trouver sur les réseaux sociaux, où nous y sommes présents. Pour ma part, nous allons mettre en place des outils afin de transmettre ces connaissances et d'aider les gens à retrouver leur pouvoir. Donc ça, c'est en cours de production, cours de création avec New World Together. Et voilà, un dernier appel, mais gardons la foi. Gardons la foi, non pas en une religion ou quelque chose. Gardons la foi en nous. Gardons la foi en notre capacité à évoluer et ensemble pour créer créer d'autres avenirs qui soient bénéfiques pour tout le monde. C'est ce qui nous permettra d'aller de l'avant et c'est vraiment la seule invitation, pas la seule, mais la dernière invitation que je voudrais faire aux auditeurs. Et merci Mika pour nous avoir créé cette opportunité de nous exprimer et en attendant les prochaines réalisations que nous ferons ensemble. Superbe. Alors moi je voudrais juste un petit mot de la fin, je prendrai une phrase d'Anthony Robbins. Vous savez que j'affectionne particulièrement Anthony Robbins pour ses enseignements. Il avait dit une phrase, c'est « Changez votre histoire et vous changerez votre vie ». Et regardez, toutes les histoires qu'on nous raconte depuis des années, ce sont toujours les mêmes. Donc il ne peut pas y avoir de changement. Donc changez votre histoire et vous changez votre vie. Donc si vous voulez en savoir plus sur Benjamin Castello, sur New World Together, sur les actions qu'ils font, vous allez dans la description et vous avez tous les liens. Et puis partagez en masse cette vidéo, qu'elle devienne virale. Mettez un petit j'aime, ça vous fera plaisir. Et à nous aussi, hein, on va aimer ça. Commentez, posez-nous vos questions, on y répondra, moi-même ou Benjamin. Partagez-la. Et puis comme d'habitude, je vous dis à la prochaine fois pour continuer à apprendre, évoluer, partager ensemble. Et pour ensemble vivre notre spiritualité au quotidien. Merci, au revoir.